Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 1er août 2022 et je commence cette série sous le signe de l'érotisme. Et je dois avouer que les livres érotiques, ça se lit quand même assez rapidement. Même si certains d'entre eux, le style est très relevé, pour ne pas dire davantage. Mais une sorte de pudeur soudaine que je ne me connaissais pas, ou en fait, oui, que je me connaissais trop. Eh bien, je me dis, en lisant par exemple, d'ailleurs ce soir, ça va être Henri Miller. On commence par Le Prince. Ça aurait pu être le Marquis de Sade aussi. Mais le Marquis de Sade, c'est du sérieux, c'est philosophique, c'est de la philo, le Marquis de Sade, n'est-ce pas? Alors, on commence donc par Henri Miller, de son ouvrage Opus Pistorum. Opus Pistorum. Alors oui, en le lisant très rapidement, cet Opus Pistorum, il y a des passages assez intéressants, mais je me suis dit que peut-être que pour des oreilles chastes ou non dégourdies, peut-être que ça pourrait heurter. Alors le mois promet d'être chaud, ce mois d'août promet d'être chaud, d'autant que me parvient régulièrement des témoignages issus du monde de l'édition et de l'écriture, comme quoi la pudibonderie est en croissance. Et que les auteurs pratiquent de plus en plus l'autocensure et que les éditeurs sont devenus extrêmement frileux. Alors tout ça pour dire qu'au fond, la clandestinité pourrait être de mise en cette période de grande clarté, de clarté aveuglante, de clarté type interrogatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au Québec, on parle de cette période de Duplessis qui va jusqu'à sa mort, en fait, qu'on appelle encore la Grande Noirceur. Bon, Maurice Duplessis, premier ministre du Québec. Et les historiens remettent un peu, des jeunes historiens remettent un peu en cause cette dénomination de Grande Noirceur. Mais assurément, l'époque dans laquelle on vit, elle, c'est la grande clarté. Et qui agit de la même manière, c'est qu'elle nous cloue sur place, elle nous paralyse, elle nous oblige à une forme larvée, sinon avouée, d'autocensure, vous disais-je. Alors oui, l'opus... Alors j'ai failli vous lire des passages de Jean Michelon, La libraire. Hein? Quel titre approprié. Sans doute, je vous offrirai en conclusion de cette série, qui va quand même durer 1 mois, j'espère que je vais être capable de tenir le rythme, peut-être c'est mon propre Le Libraire, ma propre histoire, Le Libraire. Mais je vais tout de suite doucher vos espérances. Mes aventures de libraire en tant que telles ne sont pas très folichonnes. Je n'ai pas grand-chose, ou peut-être 1 ou 2 historiettes que je pourrais vous raconter, mais rien de bien... Miller en aurait pas fait une histoire. Cependant, j'avais raconté l'une d'entre elles à un client qui fréquentait ma librairie, un ancien réalisateur à Radio-Canada, et qui, pour gagner sa croûte en tout cas, écrivait dans des revues cochonnes. Et je lui avais raconté une petite histoire qui ne prêtait pas tellement à conséquence, mais il l'avait jugée suffisamment bonne pour l'écrire et la mettre dans cette revue cochonne. J'ai cette revue à quelque part et il avait, va sans dire, il avait nommé le libraire en question de mon prénom, Bruno. Alors, peut-être je vais essayer de vous trouver, puis ça sera la conclusion de cette série. Peut-être. Je ne promets rien, je ne m'engage à rien. Alors oui, Opus Pistorum a été
publié en 1983. Et ce qu'on raconte, c'est que c'est une commande d'un libraire qui refilait les manuscrits, pas les manuscrits, des textes dactylographiés, reproduits avec un stencil, des histoires pornographiques qu'Henri Miller écrivait. Et c'est une commande d'un libraire qui, lui, revendait ça à des personnalités d'Hollywood. Alors, Et il était payé 100 $ par mois. Et au bout d'un certain temps, la veine a fini par se tarir. Il a demandé aussi à Anais Nin, qui en aurait écrit quelques-unes, de participer à cette aventure. Et même elle aussi, elle a fini par s'épuiser. Alors ils ont sollicité leurs nombreux amis pour pouvoir offrir à cet amateur, à ce collectionneur, des textes. Mais ce collectionneur exigeait un réalisme, disons, de type socialiste dévergondé. Il ne supportait pas la poésie. Et l'intermédiaire du collectionneur, il y avait un intermédiaire dans cette histoire-là, ils ont eu une conversation téléphonique, Anais Nin et Henri Miller, et le porte-parole du collectionneur leur aurait dit « Insistez sur le sexe, laissez tomber la poésie ». Alors évidemment, c'est ce qu'ils ont fait. Alors c'est assez cru, c'est assez... Mais le passage que je vais vous lire, lui, ne l'est pas trop. Vous comprendrez, je dois m'adapter, me familiariser avec ce type de lecture que je méconnais. Je vous en ai fait part déjà, je vous ai déjà fait l'aveu de mon ignorance. J'ignorais qu'il y avait un si vaste continent en ce domaine. Alors on dit de lui, de cet opus, que c'est l'un des livres les plus obscènes d'Henri Miller. Ce qui fera dire à un critique que Miller est à son meilleur quand il ne se force pas à écrire. Et on peut rajouter aussi que la clandestinité dans laquelle ces textes ont été écrits permettait une très grande liberté. Ce qui faisait dire à Pauvert que les écrivains anglo-saxons, ligotés par la morale, ligotés par les conventions sociales, avaient de la difficulté à s'affranchir au fond de la morale. Et Miller, qui a quand même été un des premiers, un pionnier à se débarrasser de ces chaînes, a pu y trouver son compte et a pu s'exprimer avec toute la faconde et avec toute la créativité et même la poésie dont il était capable. Alors, on raconte également que 6 liasses dactylographiées des extraits de ce texte ont été offerts anonymement au Kenzie Institute for Sexual Research d'Indiana en 1946. Alors on imagine la tête des chercheurs universitaires se retrouvant avec ce document. L'histoire, elle se déroule où? Elle se déroule à Paris, dans les années 40, là où a vécu Henri Miller pendant 10 ans. Et on y voit quelques-uns de ses amis. Peut-être qu'on pourrait reconnaître peut-être Alfred Perlès, entre autres. Et peut-être pas aussi. Mais évidemment, ils ont des aventures les uns les autres assez mouvementées. Anne a loué un petit appartement dans mon quartier. Un matin, elle me tire du lit pour que je vienne le voir. J'ignore pourquoi mon concierge n'a pas encore compris qu'il ne faut laisser monter personne chez moi avant midi. Il autorise les gens les plus ahurissants à gravir les 3 étages jusqu'à ma porte, et ce, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit.
Anne m'accorde malgré tout quelques minutes pour prendre mon petit déjeuner, ce dont je lui suis très reconnaissant. Elle s'est trouvée un authentique nid d'amour, une véritable garçonnière sous les toits d'un vieil immeuble déglingué à quelques rues de chez moi. Et c'est tellement peu cher, vraiment donné, me répète-t-elle sans arrêt en me le faisant visiter. L'agent immobilier lui a affirmé que Verlaine a vécu ici, me dit-elle, que c'est ici qu'il a écrit certains de ses plus beaux sonnets. Quel est mon avis? Je lui réponds que l'agent immobilier a certainement raison. Après tout, ce pauvre fils de pute devait bien dormir quelque part, et seul un poète désargenté ou une Américaine millionnaire peuvent supporter l'atmosphère d'une turne aussi crasseuse. Elle a décidé de me louer, me confie-t-elle, le lendemain de sa visite chez moi. Puis elle me demande où, à mon avis, était Sam pendant que nous baisions chez moi. Où? Merde, alors. Je ne vais pas vendre la mèche. Eh bien, elle n'en a pas la moindre idée. Mais en revanche, elle sait parfaitement qu'il ne jouait pas aux cartes avec moi, vu que je l'ai tringlé toute la soirée. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Que toi et lui aviez passé la soirée à jouer aux cartes, alors qu'il empestait l'odeur d'une autre femme. Eh bien, il ne paie rien pour attendre. Je connais un petit jeu où il suffit d'être deux. Je vais aménager cet endroit pour pouvoir y venir et y faire ce que je veux. Elle me fait part de ses projets. Rien de luxueux car elle n'a pas l'intention de le garder longtemps. Mais quelque chose de très bohème. Elle veut accrocher au mur des tableaux érotiques. Connaîtrais-je par hasard quelqu'un capable d'exécuter ce genre de travail? Elle désire des aquarelles, me dit-elle. Peut-être une gravure ou deux dans le meilleur style XVIIe siècle. Et elle compte bien acquérir des albums entiers de ces photos merveilleuses qu'on peut acheter sous le manteau. Bref, elle compte planter ici le décor de toute la partie intime de son existence. Je lui demande qui elle compte inviter ici. Eh bien, des amis ou peut-être personne. Elle fait cela simplement pour avoir un endroit à elle. Elle espère que je comprends. Elle pourrait l'utiliser pour faire enrager Sam, le laisser deviner où elle se cache et ce qui se passe dans son appartement. Elle va lui apprendre à raconter des sornettes à propos de parties de cartes. Ah, autre chose. Aurais-je une idée de l'endroit où Sam a bien pu passer la nuit? Moi? Bien sûr que non. Peut-être jouait-il vraiment aux cartes avec quelqu'un. Peut-être a-t-il simplement fait un lapsus. Anne ne croit pas un mot de mon baratin. Il était avec une femme, insiste-t-elle. C'est aussi évident pour une autre femme que le nez au milieu du visage. Je suis d'avis d'utiliser son appartement hic et nunc. Mais Anne montre quelques réticences. D'abord, pour que je lui mette la main au panier, d'accord pour que je relève sa jupe et plaque ma paume sur sa toison pendant que nous bavardons, mais pas question d'aller plus loin. Non, m'avertit-elle, inutile de sortir ce machin de mon pantalon parce qu'elle n'a pas envie d'y toucher. Elle ne veut même pas le regarder. Enfin, elle accepte de le plotter un peu, mais rien d'autre. Elle n'enlèvera pas sa petite culotte. Elle refuse que je baisse mon futal, moyennant quoi il est inutile de traîner davantage ici. Et puis j'ai des choses à faire, si bien que je la mets dans un taxi
et je l'envoie déjeuner chez son cher mari. Comme je n'ai pas de travail au bureau, je passe le temps à rédiger quelques lettres au rédacteur en chef que je posterai en chemin avec des timbres de la société. Je suppose que de temps à autre, on en publie certaines. Je ne pense jamais à vérifier. À 2 heures, je retrouve Ernest et Arthur dans un estaminet où, si vous n'aimez pas la nourriture et ne buvez rien, vous pouvez monter au premier pour baiser l'épouse du propriétaire. Il s'agit par conséquent d'un bistrot on ne peut plus respectable, car on n'y rencontre jamais une pute. Ça casse le marché, se plaignent-elles. Effectivement, les demi-mondaines n'essaient jamais de vous faire fourguer un plat à manger quand vous les amenez à l'hôtel. C'est donc un endroit tranquille si vous ne voulez pas être dérangé. Et puisqu'il n'y a pas de putain, il n'y a pas davantage de journalistes. Ernest veut savoir la vérité à propos de toutes les rumeurs qu'il a entendues sur mon compte. Est-il vrai que je me balade sans arrêt avec un Américain que j'amène dans tous les bordels pour qu'il puisse monter une chaîne de maisons closes à son retour aux États-Unis? Est-il vrai qu'un collectionneur d'art complètement marteau a perdu sa fille et que nous les cherchons dans tous les égouts de Paris? Est-il vrai que je me suis mis en cheville avec un groupe de financiers américains pour lancer un nouveau journal dont je serai le directeur? Alors, Alf, qu'est-ce qui est vrai dans toute cette merde? Tu ne devrais pas disparaître comme ça, me dit-il. J'ai essayé de te trouver 2 ou 3 fois. Nous avons amené Anna en virée, nous l'avons baisée, mais impossible de te mettre la main dessus. Peut-être ai-je bien fait de disparaître de la circulation. Arthur a fait joujou avec le Kodak qu'il vient d'acheter, et il possède un bon paquet des photos les plus cochonnes que j'ai jamais vues. Anna et Ernest, Sid et lui-même, pantalons baissés et queue dressée. Je ne suis pas certain d'apprécier ce genre de publicité entre amis. Henri Miller, Opus Pistorum, publié aux Presses de la Renaissance. À demain.